Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un nouvel épisode explosif de Plus belle la vie avec le résumé complet de l'épisode 342. Diffusé le mercredi 28 mai 2025 sur TF1. Un épisode bouleversant, haletant, où chaque regard, chaque mot, chaque silence est chargé de tension et de révélation. Ariane est au bord du précipice. Tandis qu'elle tente de masquer son trouble devant sa fille Zoé, un élément glaçant vient tout faire basculer. La bague gravée, celle que Zoé lui avait offerte, a été retrouvée, dans l'estomac de Durieux. Un indice implacable. Une trace impossible à effacer. Ariane vacille, prise entre le devoir, la vérité, et une douleur intime qui la dévore de l'intérieur. Au même moment, le passé trouble de Durieux remonte à la surface, porté par les découvertes glaçantes d'Idriss et Morgane. Dossier secret, photos compromettantes, manipulation, chantage. Le défunt procureur se révèle sous son vrai visage, un prédateur silencieux, dissimulé derrière l'apparence irréprochable d'un homme de pouvoir. Et cette fois, même la juge Colbert n'échappe plus aux conséquences de ses silences. Elle tombe le masque, livrant une confession poignante, à la fois humaine et accablante. Mais ce n'est pas tout. Tandis que Nisma tente de reconstruire son avenir en passant un entretien au pavillon des fleurs, une autre figure de l'ombre émerge, Mathieu Sorigny, revenu de Grèce. Ravive chez Babette des souvenirs enfouis, entre respect et admiration, éveillant une tendresse que Patrick peine à accepter. Et quand Charlotte dépose sur la table de réunion la photo de la bague retrouvée dans le corps de Durieux, c'est tout l'univers d'Ariane qui s'écroule. Une scène d'une puissance rare, suspendue entre le doute, la trahison et la peur de tomber. Restez avec nous pour découvrir en détail tous les rebondissements de cet épisode coup de poing. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. Dans l'appartement, en fin de journée, la lumière tombe doucement sur les murs. Zoé observe Ariane, assise sur le canapé, les traits tirés, les yeux perdus dans un dossier qu'elle ne lit pas vraiment. Ça va, maman? T'es bizarre depuis que t'es rentrée. Ariane relève la tête, sourit du bout des lèvres. Juste fatiguée. Je suis à fond sur l'enquête. C'est intense. Zoé s'approche, s'assied à côté d'elle. C'est à cause du procureur, hein? Celui qui est mort. Ariane hoche vaguement la tête, sans répondre. Un silence s'installe. Puis Zoé fronce les sourcils. Ta bague, elle est où? Celle que je t'ai offerte pour la fête des mères? Ariane cligne des yeux. Elle porte instinctivement la main à son doigt. Vide. Oh, je l'ai perdue. Je pense. Peut-être dans la voiture? Ou au bureau. Mais son ton est trop rapide. Trop désinvolte. Zoé baisse les yeux. Elle n'insiste pas. Mais son regard en dit long. Elle sait que sa mère lui ment. Plus tard, dans l'obscurité de la salle de bain, Ariane s'enferme. Elle se regarde dans le miroir, blême. La bague a été retrouvée. Dans l'estomac de Durieux. Gravée à l'intérieur, à Ariane? De la part de Zoé toujours là. Une preuve. Un lien direct. Un piège. Elle s'appuie contre le lavabo, tremblante. Elle sait qu'elle n'a plus de marge. Et que désormais, c'est son propre reflet qu'elle commence à ne plus reconnaître. Dans le bureau d'interrogatoire du commissariat, la juge Colbert reste droite sur sa chaise. Impeccable dans son tailleur sombre. Boé et Ariane lui font face, carnet à la main, regard perçant. Boé lance, mesuré. On sait que vous étiez en contact régulier avec Durieux. Et pas uniquement pour des raisons professionnelles. Colbert garde le menton haut. Et alors? Ce n'est pas un crime de converser avec un collègue. Même régulièrement. Ariane intervient. Plus direct. Vous avez nié avoir un lien personnel avec lui. Mais les fadettes racontent autre chose. On parle de dizaines d'appels, parfois très tard. Colbert ne scie pas. Je n'ai jamais eu de problème avec Durieux. Je n'ai rien à cacher. Un silence tendu s'installe. Ariane la fixe intensément. Vraiment? Pendant ce temps?
Dans la salle informatique du commissariat, Idriss est plongé dans les fichiers de l'ordinateur personnel de Durieux, retrouvé dissimulé dans un faux compartiment de sa garçonnière. Bingo! Il murmure pour lui-même, les yeux rivés à l'écran. Il fait défiler des dossiers aux noms anodins, Fiscalité 2023, note audio, RDV. Mais l'un d'eux attire son attention, c'est Aubert. Écrit tout en majuscules. Il l'ouvre. À l'intérieur, des enregistrements. Des échanges de mails. Des PDF scannés. Des documents embarrassants. Certains signés. D'autres accompagnés de pièces jointes classées confidentielles. Idriss se redresse. Son visage se durcit. Elle a menti. Et pas qu'un peu. Il envoie immédiatement un message à Patrick. Le château de cartes commence à trembler. Dans la salle de repos de l'hôpital, Léa termine de ranger quelques dossiers médicaux. Mathieu Sorigny, un peu en retrait, la remercie avec un sourire sincère. Merci pour ta confiance, Léa. C'est pas rien de reprendre la place de quelqu'un qu'on respecte. Léa le regarde avec curiosité, presque attendrie. Tu as l'air très proche de ma mère. Il esquisse un sourire discret, un peu gêné. Disons qu'on a partagé quelque chose de fort. Elle s'assied sur le bord de la table, croise les bras. En Grèce, c'est ça? Elle ne parle pas beaucoup de cette mission. Mathieu hoche la tête, pensif. On était dans un dispensaire improvisé. Manque de matériel, tension politique. Patients par dizaines? Et ta mère, là-dedans, c'était une lionne. On aurait dit qu'elle avait fait ça toute sa vie. Elle n'avait peur de rien. Léa sourit, presque surprise. Je la connais comme infirmière, comme mère, mais jamais comme aventurière. Il la regarde avec bienveillance. Elle l'était. Et plus encore. Courageuse. Instinctive. Humaine, surtout. Elle a tenu des enfants brûlants de fièvre pendant des heures, calmé des hommes paniqués, et elle s'est battue pour que chacun reparte avec un peu de dignité. Un silence. Léa voit soudain sa mère autrement. Pas seulement comme celle qui l'a élevée, mais comme une femme libre, forte, engagée. Elle baisse légèrement les yeux. Elle me manque un peu ici, tu sais. Mathieu murmure. Elle est encore là, dans ce que vous faites tous les jours. Et je suis là aussi, si besoin. Ils échangent un sourire franc. Un respect mutuel est né. Au comptoir du pavillon des fleurs, Myrtha dépose une affichette soigneusement plastifiée. Recherche assistant administratif mi-temps poste à pourvoir immédiatement. Se présenter à Luna. Elle la fixe sur le tableau d'annonce avec des gestes précis, presque solennels. Nisma, qui rangeait quelques documents à l'accueil, s'approche et jette un œil. C'est pour ici? Myrtha se tourne, ravie que quelqu'un ait déjà remarqué l'annonce. Oui ma chérie. On cherche quelqu'un pour aider Luna avec la paperasse. Réservation, accueil, un peu de compta. Ce n'est pas énorme, mais ça soulagerait beaucoup. Nisma lit rapidement l'annonce, puis lève les yeux, déjà décidée. Ça m'intéresse. J'ai un peu d'expérience avec les tableaux Excel. Et j'ai besoin d'un complément de revenus. Je peux postuler? Myrtha sourit, touchée par sa motivation. Bien sûr que tu peux. Tu devrais aller voir Luna dès ce soir. Elle aime les gens efficaces, et qui ont du cœur. Nisma acquiesce, le regard un peu plus déterminé. Merci Myrtha. Je vais le faire. Et pendant un instant, entre les fleurs fraîches et les odeurs de café, la vie semble offrir à Nisma une chance discrète mais précieuse. Celle de se poser, d'apprendre, et de trouver enfin sa place. Au pavillon des fleurs, Nisma s'installe face à Luna, un peu nerveuse mais souriante. La table est couverte de papier, et Luna, dans son habituel mélange de professionnalisme et de chaleur, lui tend une feuille. Voilà un petit test pour voir comment tu t'en sors avec les plannings et les réservations. Tu veux un café pour te détendre? Volontiers, merci. Nisma répond calmement, mais ses doigts trahissent une certaine tension. Quelques minutes plus tard, après avoir rempli le formulaire sans grande difficulté,
elle tend les documents à Luna. Je m'en suis sortie, vous pensez? Luna lit en diagonale, hoche la tête. Tu t'en es très bien sortie. Tu es rapide, tu t'exprimes bien, et t'as un bon contact. On a besoin de quelqu'un de réactif et positif. Et je pense que tu pourrais parfaitement remplir ce rôle. Nisma rayonne. Merci, vraiment. J'ai besoin de ça. Et j'ai envie de m'investir. Alors bienvenue au pavillon, Nisma. On fait un essai de 15 jours? Avec plaisir. Un peu plus tard, en terrasse du Mistral, Patrick rejoint Babette, déjà installée à une table. À ses côtés, Mathieu Sorigny, détendu mais élégant, sirote un Perrier. Tiens, voilà le fameux Patrick, lance-t-il avec humour. Le fameux mari flic. Patrick sourit poliment, mais garde une certaine réserve instinctive. Et vous, le fameux médecin revenu de Grèce? Babette, gênée par le ton un peu sec, intervient rapidement. Patrick? Mathieu m'a sauvé 2 fois en mission. C'est quelqu'un de bien. Patrick jette un œil à sa montre. Je ne reste pas, j'ai encore 2 auditions. Mais je voulais passer dire bonjour. Il serre la main de Sorigny, un peu vite. Enchanté. Bonne installation. Et déjà, il tourne les talons, pressé, laissant Babette et Mathieu échanger un regard. Il est toujours comme ça? Non. Là, c'est plutôt qu'il essaie de digérer ta présence. Il rit doucement, pendant que Patrick, au loin, jette un coup d'œil discret en arrière. Instinct de flic ou instinct de mari? Salle d'analyse informatique du commissariat. Idriss est concentré, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur personnel de Durieux. À ses côtés, Morgane, silencieuse, l'observe faire défiler les dossiers cryptés. Il y a un dossier planqué dans une arborescence bien dissimulée. Nom de code, droite égale. Il l'ouvre. Plusieurs fichiers s'affichent. C'est bizarre. Il y a des scans de documents judiciaires, et... il s'arrête net. Le curseur tremble légèrement. Oh merde. Morgane s'approche. Sur l'écran, s'ouvre une série de photos. C'est la juge Anne-Elisabeth Colbert. En body noir, posant dans ce qui semble être une chambre d'hôtel. Photo nette. Intime. Compromettante. Un silence glacial. Morgane murmure. Il la faisait chanter. Bureau de la juge Colbert, quelques heures plus tard. Patrick, Boé et Ariane sont là. Colbert, assise, les mains croisées, tente de maintenir une dignité déjà fracturée. Oui. C'est moi sur les photos. Elle prend une longue inspiration, puis continue, la voix tremblante, mais déterminée. Au départ, la relation était consentie. Je le trouvais brillant, engagé. Il savait écouter. Et puis, elle ferme les yeux, un instant. Il a commencé à me filmer sans que je le sache. À me montrer les images. À me menacer de tout envoyer. Il avait toujours quelque chose à me rappeler. Une pièce de plus à poser dans son jeu de pouvoir. Boé reste figé. Ariane, elle, la regarde avec une forme de compassion douloureuse. Colbert poursuit, plus sèche. Durieux était un prédateur. Il se nourrissait du pouvoir qu'il avait sur les autres. Pas seulement moi. Il avait un goût pour l'humiliation discrète. Et il savait choisir ses cibles. Un silence lourd tombe. Patrick, grave. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? Colbert le fixe. Les yeux humides, mais droits. Parce que j'avais honte. Parce que je suis juge. Et que personne ne pardonne la faiblesse à une femme de pouvoir. Et dans cette confession, derrière les murs de la justice, c'est l'ombre d'un système de silence qui s'effondre. Durieux n'était pas qu'un homme influ. Il était un monstre invisible, qui tombait les masques des autres. Un à un. Dans la cuisine familiale, le bruit d'une casserole sur le feu berce l'échange en sourdine. Léa prépare une tisane, tandis que Babette, adossée au plan de travail, regarde dans le vide. Songeuse. Léa, sans lever les yeux.
Il est sympa, ton collègue, enfin, Mathieu. Il dégage quelque chose de serein. Babette sourit doucement, le regard un peu flou. Oui. C'est un altruiste. Elle marque une pause, puis ajoute, plus bas. C'est un homme qui s'est écouté. Vraiment écouté. Sans juger. Sans interrompre. Juste être là. Léa se retourne. Curieuse. Vous étiez proche, pendant la mission? Babette ne répond pas tout de suite. Elle semble peser ses mots. Puis, avec simplicité. Il m'a vu dans des situations où je ne tenais que par instinct. Où le mot soigner ne suffisait plus. Et il était là. Discret, solide. Un silence s'installe. Léa tend une tasse à sa mère. Les yeux un peu plus attentifs. Tu l'admires, non? Babette esquisse un sourire. Mélange de nostalgie et de respect. Je l'admire, oui. Mais surtout, je lui fais confiance. Et ça? C'est rare. Et dans ce regard entre mère et fille, il n'y a pas de malaise, pas de gêne. Juste l'aveu sincère d'une femme qui, un jour, a croisé quelqu'un qui l'a vu vraiment. Dans le bureau d'Idriss, les volets sont à moitié fermés, la lumière bleutée de l'écran éclaire à peine son visage. Devant lui, le dossier d'Urieux est ouvert en grand. Les preuves s'empilent. Photos, fichiers audio, mailles de chantage, documents classés. Idriss relit encore une fois. Et serre les dents. Morgane, en retrait, le regarde sans rien dire. Elle voit le trouble dans ses gestes. Dans ses silences. Lui, habituellement si carré, si rationnel, vacille. Je respectais ce mec, murmure-t-il enfin. Sa voix est à peine audible. On l'a tous respecté? Répond Morgane doucement. Il secoue la tête, presque avec dégoût. Il m'a formé à mon arrivée. Il parlait d'intégrité, de devoir, de rigueur. Tu l'aurais entendu dans ses discours. Il respirait la morale. Il se lève, fait quelques pas, puis se retourne brusquement. Et pendant tout ce temps, il écrasait des femmes, les manipulait, les enfermait. En silence. En costume cravate. Un long silence. Il reprend, plus bas. Au final, même la justice, c'est pas saf. Morgane baisse les yeux. Ce n'est pas qu'un flic qui parle. C'est un homme qui vient de perdre un repère. Il t'a trompé, Idriss. Comme il a trompé tout le monde. Non, murmure-t-il. Je me suis laissé tromper. C'est pas pareil. Et dans ce bureau devenu trop étroit, Idriss comprend que la justice, parfois, a un visage qu'on refuse de voir. Et qu'il faudra désormais ouvrir les yeux. Même sur ceux qu'on pensait intouchables. Salle de réunion du commissariat, fin d'après-midi. Patrick, Boé et Ariane sont autour de la table. La tension est palpable, presque suspendue. Charlotte, légiste, entre avec un dossier mince en main. Son visage est grave. J'ai eu les résultats définitifs de l'autopsie de Durieux. Il y a un détail, qui ne peut pas attendre. Patrick la fixe. On t'écoute. Charlotte ouvre son dossier, sort une photo couleur, qu'elle pose lentement au centre de la table. Le légiste a retrouvé un objet dans son estomac. Avalé peu de temps avant la mort. Un silence. Boé plisse les yeux. Ariane, elle, se fiche d'un coup. Charlotte annonce alors, d'un ton neutre mais ferme. Une bague. Gravée à l'intérieur. À Ariane, de la part de Zoé toujours là. Le monde d'Ariane s'arrête. Plus aucun son. Plus aucun mouvement. Elle sent les regards se tourner vers elle. Boé d'abord, inquiet. Patrick ensuite. Plus dur, plus interrogateur. Charlotte, elle, garde les yeux rivés au dossier. Ariane est pâle. Ses mains tremblent imperceptiblement. Patrick rompt le silence. Tu veux nous dire quelque chose, Ariane? Elle déglutit, la gorge nouée. Elle tente de parler, mais aucun mot ne sort. Ariane. Elle se lève brusquement, prend une grande inspiration. Mais ne parvient pas à croiser leurs regards.
Elle lâche, la voix blanche. Je vais prendre l'air. Et sans attendre, elle quitte la pièce. Dans le couloir, elle s'appuie contre le mur froid, ferme les yeux. La bague. Sa bague. Celle que Zoé lui avait offerte. Celle qu'elle croyait disparue. Maintenant, elle est une preuve. Un piège. Un cri silencieux qui dit « Tu étais là ». Et Ariane, seule dans le couloir, comprend que le passé qu'elle voulait étouffer est en train de la rattraper. Violemment. Et voilà. C'est la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 342 de Plus belle la vie, diffusé le mercredi 28 mai 2025. Un épisode bouleversant, qui marque un tournant majeur dans l'enquête et dans la vie d'Ariane. Entre révélations fracassantes, vérités enfouies qui refont surface, et tensions grandissantes au sein du commissariat. Le Mistral n'a jamais été aussi fragile. Ariane est désormais dans la ligne de mire. La bague retrouvée dans le corps de Durieux est bien plus qu'un indice, c'est une menace directe. Une preuve accablante qui pourrait tout faire basculer. Tandis qu'Idriss découvre l'ampleur du système de chantage mis en place par Durieux, la juge Colbert s'effondre sous le poids de ses secrets. Et la confiance au sein des équipes vacille. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce résumé vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve très vite pour la suite des événements, qui s'annoncent encore plus intenses, encore plus déchirants. À bientôt pour un nouveau résumé de Plus belle la vie, et surtout, restez sur vos gardes, car la vérité ne fait que commencer à éclater.